Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, c'est important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement, si mes vidéos vous plaisent bien entendu. Donc là, c'est le point sur l'Ukraine du 16 mars 2024, avec comme titre principal tout d'abord les révélations de Macron, avec ses troupes au sol, et aussi la révélation que j'ai entendue sur LCI, où à 3 heures du matin, après une fête, il a fait des révélations comme quoi il enverrait dans l'année des troupes au sol à Odessa. Voilà, donc ça a fait grand bruit aussi, ces déclarations, mais qui vont toujours dans le sens, évidemment, de ce qu'il veut, c'est-à-dire d'intervenir en Ukraine, de se battre avec les Russes. Voilà, donc nulle surprise, on va parler de tout ça, des documents confidentiels militaires qui ont fuité et qui ont été publiés par Marianne, et qui auraient peut-être été à l'origine de l'intervention de Macron concernant les troupes au sol. On verra ça ensemble, on va regarder les articles ensemble. Ensuite, on a le grand réveil des médias qui, depuis un moment maintenant, ne parlent plus de succès possible concernant l'Ukraine. Ça, c'est terminé, c'est enterré. Maintenant, c'est comment l'Ukraine peut se défendre et tenir. On ne part plus, ça y est, c'est fini d'une éventuelle prouesse de Kiev qui lui permettrait de gagner la guerre contre la Russie. Tout ça, c'est terminé, les médias n'en parlent plus. Et les États occidentaux se réveillent aussi. Car les États occidentaux, maintenant, cherchent tout du moins à maintenir un statu quo avec la Russie, que ça fasse un petit peu comme en Corée, avec une sorte de gel du conflit. C'est leur rêve hein, aux États occidentaux, la plupart tout du moins. Mais bon, ils savent très bien que même ça, c'est terminé aussi. Donc ils sont évidemment en panique. Nous allons parler aussi des deux systèmes patriotes qui ont été détruits donc par un missile Iskander. Donc ça a fait grand bruit. Le premier journal à en avoir parlé, c'est Forbes aux États-Unis. Donc c'est une perte terrible parce que c'est deux systèmes patriotes qui coûtent 400 millions de dollars chacun, détruits par un seul missile. Et d'après Forbes, la grande probabilité, c'est que les équipages qui devaient utiliser les patriotes seraient morts aussi. Donc et vous doutez bien que c'est extrêmement embêtant. Et je parlerai aussi des nouvelles bombes planantes absolument redoutables que les Russes ont améliorées. Je veux parler des FAB 1500 qui maintenant deviennent planantes, donc des bombes d'une tonne 5. Et cela change la donne sur le terrain d'après les médias occidentaux en faveur des Russes. Donc c'est une nouvelle avancée qui enterre encore plus les espoirs ukrainiens. Et puis on parlera enfin du licenciement de Victoria Nuland, un des piliers de l'EDA profond. Pourquoi elle a été virée? On va en parler aussi. Bon, en gros, c'est du fait de son travail absolument misérable vis-à-vis de l'Ukraine. Faut pas oublier que Victoria Nuland, je le répète, pilier de l'État profond, c'était elle avec Jeffrey Piat, c'est-à-dire l'ambassadeur américain à Kiev. Ces deux personnages ont été les petites mains du coup d'État américain à Kiev en 2014. Donc tout ce qui se passe en Ukraine, c'est le bébé de Victoria Nuland. Voilà, parce que c'était elle qui supervisait le tout et qui devait s'occuper de protéger les affaires de Joe Biden et de Hunter Biden en Ukraine. Donc elle avait un rôle très très important. Voilà, donc j'ai été obligé de parler de cet événement aussi. Bref, évidemment, on va parler de bien d'autres sujets comme d'habitude. Et comme d'habitude aussi, cette vidéo est en trois parties. Les informations générales qui seront suivies de la conclusion. Et enfin, la carte militaire afin que vous sachiez ce qu'il se passe sur le terrain en Ukraine. Voilà, et comme d'habitude, on démarre avec les articles. Alors on va commencer par un article de RT
qui dit Macron paniqué à cause des fuites de rapports sur l'Ukraine. Ça, c'est ce que dit le journal français Marianne. Alors, je vous montrerai quand même le journal Marianne, l'article original, afin qu'on ne puisse pas dire que RT invente des choses. RT est un journal en réalité très sérieux, comme il l'a toujours été d'ailleurs. Une série de documents classifiés a démenti les récits occidentaux sur les perspectives du champ de bataille de Kiev. Les propos du président français Emmanuel Macron sur la possibilité d'envoyer des troupes pour aider Kiev pourraient avoir été motivés par 3 évaluations produites par l'armée française qui dressent un tableau désastreux du conflit ukrainien selon le magazine Marianne. Les rapports qui ont réussi à se retrouver entre les mains de l'hebdomadaire affirment que l'Ukraine a détruit ses forces entraînées par l'Occident lors de l'offensive ratée de 2023, qu'elle est à court d'hommes à mobiliser et que sa récente défaite à Avdiivka montre qu'elle ne peut même pas tenir le cap contre la Russie. L'Ukraine ne peut pas gagner cette guerre militairement, conclut le premier rapport rédigé à l'automne 2023 à la suite de la désastreuse offensive terrestre de Kiev. Il salue, donc c'est le haut responsable militaire qui dit ça, il salue les forces russes comme la nouvelle norme tactique et technique en matière de conduite d'opérations défensives et démystifie le mythe médiatique des assauts de viande. Alors dans le sens des assauts de viande côté russe. Alors le coup que la Russie est vue comme une nouvelle référence tactique et technique, cela avait été montré, ce rapport-là avait été montré sur LCI. Donc c'est devenu de notoriété publique. Pour Marianne, poursuivre la recherche d'une solution militaire en Ukraine serait, je cite, la plus grave erreur d'analyse et de jugement selon le document classifié. Car oui, ce sont des documents classifiés militaires, donc venant de l'état-major français, qui se sont retrouvés entre les mains, entre guillemets, de Marianne. Envoyer des troupes françaises en Ukraine serait déraisonnable, a écrit un officier supérieur. Ne vous y trompez pas, face aux Russes, nous sommes une armée de pom-pom girls, ajouta-t-il. Le deuxième rapport, décrivant les perspectives pour 2024, indique que Kiev a besoin de 35 000 hommes par mois, mais recrute moins de la moitié de ce nombre en réalité, tandis que les Russes recrutent 30 000 volontaires par mois. Pendant ce temps, l'offensive de 2023 a détruit tactiquement la moitié des 12 brigades de combat de Kiev. Je rappelle donc la moitié, c'est-à-dire 6. Et je rappelle qu'une brigade, c'est entre 3 000 et 4 000 hommes, suivant qui compte. Bon, le New York Times avait dit que c'était 4 000 hommes une brigade. L'Occident peut fournir des imprimantes 3D pour fabriquer des drones ou des munitions errantes, mais ne sera jamais en mesure d'imprimer des hommes, indique le rapport. L'une des solutions préconisées consiste à envoyer des troupes occidentales en Ukraine pour effectuer des tâches de soutien à l'arrière, libérant ainsi les Ukrainiens pour le service de première ligne. Le deuxième rapport reconnaissait également que les forces spéciales occidentales et les soldats en civil, entre guillemets, étaient bien plus présents en Ukraine que ce qui était officiellement reconnu, y compris un bon nombre de Britanniques, ainsi que des commandos navals français entraînant les Ukrainiens. Le troisième et dernier rapport qui a donné des sueurs froides aux observateurs français décrit la bataille d'Avdiivka comme une possible déroute des forces ukrainiennes. Il décrit comment la Russie a créé l'enfer pour les troupes ukrainiennes en utilisant des bombes planantes massives pour infliger plus de 1000 victimes par jour. Le document français décrit également la retraite ukrainienne du 17 février comme soudaine et non préparée. Fin février, Macron a fait valoir aux membres de l'OTAN que toutes les options pour aider l'Ukraine devraient être sur la table, ce qui implique la possibilité d'envoyer des troupes au sol. Cette idée a toutefois été publiquement rejetée par la plupart des membres du bloc dirigé par les États-Unis. Bon, ça c'est le petit pic typiquement RT, donc russe. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer l'article de Marianne pour dire que RT n'invente rien, simplement pour ça. Donc voilà l'article de Marianne, et ça vient de l'article « Guerre en Ukraine, de la prudence à l'affolement, ce que cache le
Macron, et pour vous montrer la phrase qui montre que c'est pas inventé. Alors, quelle mouche a piqué le président au moment d'envoyer les troupes en Ukraine? Plusieurs rapports confidentiels défense expliquent l'affolement de l'Élysée, où les chefs de parti sont invités ce jeudi 7 mars à évoquer la question. Sur le front, les Russes sont en position de force. Fallait-il pour autant, face à Poutine, brandir une menace intenable? En n'excluant pas d'envoyer des troupes en Ukraine, Emmanuel Macron a provoqué un tollé en Europe et écopé d'un désaveu américain. Plusieurs militaires français, interrogés par Marianne, disent, eux, être tombés de l'armoire. Il ne faut pas se leurrer. Face aux Russes, on est une armée de majorettes. Raille un haut gradé, persuadé que l'envoi de troupes françaises sur le front ukrainien ne serait tout simplement pas raisonnable. À l'Élysée, on assume la position. Le président voulait lancer un signal fort. Bon, blablabla. Ah oui, il y a quand même Sébastien Lecornu, j'avais oublié, qui avait repris les propos présidentiels et a dit non, 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 l'envoi de troupes au sol n'est pas sur la table. C'est-à-dire, c'est même pas optionnel. Et ça, c'est Sébastien Lecornu qui disait ça. Et ça, c'est public, donc je vous le dis comme ça en plus. Voilà. Et donc il ajoute là, l'état des forces en Ukraine est très préoccupant. Les propos du président appellent un sursaut et montrent qu'on est à un tournant. Voilà. Comment en est-on arrivé là? Plusieurs rapports confidentiels défense que Marianne a pu consulter évoquent une situation critique. Voilà. Bon, ça, c'est, je voulais vous montrer Marianne pour vous dire qu'RT n'invente rien, bien sûr. Un dernier mot concernant Macron. Il s'est réuni avec Scholz et Donald Tusk. Donc Donald Tusk, c'est le Premier ministre polonais, afin d'essayer de faire une opération de contrôle concernant la communication suite à la catastrophe initiée par Macron. Donc il fallait faire une communication de contrôle afin de rassurer l'Europe et aussi de rassurer l'Ukraine, j'ai envie de vous dire. Donc il y a une opération de contrôle. Scholz, à la fin de la réunion, a dit ah, moi je m'entends très bien avec Emmanuel Macron, alors que même les journalistes BFM, LCI disent que Scholz et Macron en réalité se détestent. Donc même les journalistes propagandistes ont été obligés de lancer ça, parce qu'il y a tellement eu de colère entre les deux hommes, quasiment de notoriété publique, qu'ils étaient obligés quand même d'avouer cela. Donc c'est une opération de communication de contrôle afin de limiter les dégâts suite aux bêtises incroyables dites par Macron. Est-ce que cela va fonctionner? Bien sûr que non, parce que c'est que de la com, mais dans le fond, ils se détestent toujours et sont d'accord sur rien. Donc là, Scholz a précisé que il n'y aura pas de troupes envoyées sur le terrain. Et cela a été martelé par Pistorius, le ministre de la Défense allemand, qui a dit que l'envoi de troupes sur le terrain n'était même pas optionnel et qu'il fallait arrêter d'en parler, qu'il fallait ne plus soulever cette question-là. Vous vous rendez compte? Et ça, c'est Pistorius qui dit ça à une conférence publique, devant les caméras. Donc ça calme tout de suite, en réalité, les velléités de Macron de vouloir jouer les va-t-en-guerre en Ukraine. Et il n'y aura pas de Taurus envoyé en Ukraine, bien évidemment. Alors même si dernièrement, concernant les Taurus, et là je m'arrête là, il y a eu quand même une pirouette qui a été faite par l'Angleterre où David Cameron a même précisé que moi, ce serait bien que je demande à Scholz qui m'envoie les Taurus. Comme ça, moi, l'Angleterre, j'envoie les Taurus à l'Ukraine et comme ça, ce sera pas l'Allemagne qui envoie les Taurus, mais ce sera l'Angleterre. Vous voyez, on est au niveau de l'école maternelle, au niveau du raisonnement. Donc, évidemment, Scholz a refusé immédiatement cette possibilité qu'avait demandé David Cameron. C'est tellement ridicule que c'est en pleurer, c'est vraiment pathétique. Voilà le niveau diplomatique anglais, comme si les Russes allaient tomber dans le panneau et que les Allemands allaient accepter. C'est d'un ridicule, mais bon, c'est comme ça.
Alors voici un article du Daily Mail au 14 mars qui nous dit Macron veut diriger l'OTAN en Napoléon et condamne les lâches. Alors quand vous lisez l'article, eh bien évidemment ils y vont pas de main morte contre Macron, hein, ils se moquent un petit peu de lui, plus ou moins gentiment, mais en termes diplomatiques évidemment. Mais bon, on comprend tous ce que veut dire le Daily Mail. Alors déjà, il se moque de lui parce que Macron se prend pour Napoléon alors qu'il n'en a ni la trempe, ni le caractère et surtout pas les moyens militaires, mais alors vraiment pas du tout. Et en plus condamne les lâches parce que Macron, suite à ce qu'a dit Scholz concernant le fait qu'il n'enverrait pas de Taurus et qu'il n'y aurait pas de troupes envoyées au sol en Ukraine, eh bien forcément Macron n'a pas pu s'empêcher de faire une saillie envers l'Allemagne, mais aussi les autres pays d'Europe qui l'ont condamné. Et donc, mais ça touchait principalement l'Allemagne. Donc l'Allemagne a répondu aussi, donc du tac au tac, en disant par l'entremise de son ministre de la Défense Pistorius que jamais il y aurait des troupes de l'OTAN envoyées en Ukraine, que ce n'était même pas une option qui est sur la table, et qu'en plus que le sujet était clos et qu'on n'en parlerait plus. Ça c'est Pistorius, la dernière intervention de Pistorius. Donc en gros, Macron a lancé la première gifle médiatique à l'Allemagne en disant qu'il condamnait les lâches et l'Allemagne a fait une contre-attaque, a giflé Macron en disant que et d'une jamais il y aurait de troupes de l'OTAN qui iraient en Ukraine, mais en plus que ce n'était même pas une option sur la table et que le sujet était clos et qu'on n'en parlerait plus. Donc ça va fort quand même, hein. Donc là, que lit-on? Et puis on va arrêter là. Le président français Emmanuel Macron et le chancelier Olaf Scholz se retrouveront demain face à face lors d'une réunion qui les verra régler leurs différends sur l'Ukraine. Bon, la réunion a déjà eu lieu, hein, comme on le sait. La rencontre du triangle de Weimar entre les dirigeants français, allemands et le nouveau Premier ministre polonais Donald Tusk se veut une démonstration d'unité, mais intervient à un moment où les tensions franco-allemandes liées à la guerre s'accentuent. Évidemment, ça c'est un euphémisme. Les tensions franco-allemandes sont maximales. En fait, ils se détestent, c'est tout juste s'ils ne s'insultent pas quand ils se voient. Bon là j'exagère un peu, mais c'est ce que disent certains médias, même LCI l'a dit hein, très ouvertement. Donc bon, nul n'est dupe. Et le fameux triangle de Weimar avec la Pologne, l'Allemagne et la France, tout ça c'est pour sauver les meubles, hein, c'est pour réparer les dégâts causés par Macron avec ses déclarations farfelues qu'il invente tout seul et sans en avoir parlé à ses partenaires, contrairement à ce que disent certains médias occidentaux, particulièrement français bien évidemment, puisqu'il s'agit de Macron, il faut bien le défendre. Donc évidemment, rien ne va plus concernant la France et surtout concernant Macron. Voici un article d'Associated Press qui met un terme à l'affaire d'envoi des Taurus en Ukraine. Comme on peut le voir ici en première page, le Parlement allemand rejette un nouvel appel de l'opposition à envoyer des missiles Taurus en Ukraine. Donc à cela s'ajoute le refus catégorique d'Olaf Scholz. Donc l'affaire, je pense, est définitivement enterrée. Donc là, on va passer à un article du New York Times. Que dit-il? Des frustrations mutuelles surgissent au sein de l'alliance américano-ukrainienne. Les responsables ukrainiens sont découragés par le blocage de l'aide. Le Pentagone souhaite que Kiev tienne compte de ses conseils sur la manière de combattre. Petit clin d'œil à ce qui est arrivé l'année dernière lors de la grande offensive ukrainienne qui avait échoué car, selon le Pentagone, et je dis bien uniquement selon le Pentagone, Zelensky n'avait pas écouté ou Zaloujny n'avait pas écouté, peu importe, et donc cela aurait échoué parce qu'ils n'ont pas écouté. Effectivement, le Pentagone demandait que toutes les forces soient dans un seul point dans l'oblast de Zaporojye
afin de couper l'armée russe en deux et d'atteindre la mer d'Azov. Et Zaloujny, Zelensky, peu importe, mais les deux, on ne sait pas, mais peu importe, ils ont décidé que non, s'ils mettaient toutes les forces en un point, tout le reste du front serait dénudé et les Russes pourraient pénétrer où ils le voulaient et prendre la grande offensive par derrière. Donc ça a été refusé directement par Kiev. Le Pentagone n'a toujours pas digéré l'affront, parce que le Pentagone a tellement l'habitude qu'on obéisse même à ses suggestions, car suggestion pour les US, ça vaut ordre, et donc ils ont tellement peu l'habitude qu'on désobéisse à leurs ordres que bien ils l'ont toujours mauvaise, hein. La preuve en est, hein. Alors, on va pas tout lire, l'article est trop long, juste ça. Plus de 2 ans après le début de leur alliance de la guerre, les liens entre les États-Unis et l'Ukraine montrent des signes d'usure, laissant place à une frustration mutuelle et au sentiment que la relation pourrait être coincée dans une ornière. C'est ce qui met souvent à rude épreuve les relations. Les finances, les priorités différentes et les plaintes concernant le fait de ne pas être entendu. Pour le Pentagone, l'exaspération se résume à un seul problème récurrent. Les stratèges militaires américains, dont le secrétaire à la Défense Lloyd Austin estime que l'Ukraine doit concentrer ses forces sur un seul grand combat à la fois. Au lieu de cela, le président Volodymyr Zelensky, qui a juré de chasser la Russie de chaque centimètre carré de l'Ukraine, dépense ses forces dans des batailles pour des villes qui, selon les responsables américains, manquent de valeur stratégique, ce qui n'est pas faux, hein. L'exemple le plus récent concerne la bataille pour la ville orientale d'Avdiivka, tombée aux mains des Russes de la Russie le mois dernier. Les responsables américains affirment que l'Ukraine a défendu Avdiivka trop longtemps et à un coût trop élevé. C'est pas ce qu'on entend dans les médias, hein. Mais bon, vous voyez. Alors pourquoi je vous ai lu ça? C'est le grand réveil des médias dont je vous parlais dans le titre. Alors, le grand réveil des médias où maintenant ils sont obligés de donner des vérités qui avant étaient tues. Car avant, tout allait bien, il n'y avait que des bonnes nouvelles. Un petit accroc par-ci, par-là pour Kiev, mais vite fait, l'OTAN était tellement puissante que Kiev ne pouvait que gagner. C'était qu'une question de temps. Voilà. Et là, maintenant, c'est fini, hein, l'enthousiasme. C'est fini, le coup des soldats ukrainiens sont tellement débrouillards, tellement astucieux, tellement plus puissants technologiquement, tellement plus forts au niveau tactique et stratégique que les Russes, que même s'ils sont en moins grand nombre et qu'ils ont moins d'armes, ça va largement compenser. Vous vous souvenez de tout ça? Pendant plus d'1 an, on nous a dit ça. Maintenant, c'est fini ce genre d'article, c'est fini. Maintenant, c'est que des choses négatives qu'il y a dans les journaux. Il n'y a plus aucun signe positif, à part quand il y a un acte terroriste fait en Russie par les Ukrainiens. Il y a une exception quand même, une exception dans tout ça, dans ce marasme qui est bien, c'est leur réussite avec les drones navals en mer Noire. Ça, on ne peut pas leur enlever, c'est une réussite. Effectivement, mais c'est pas grâce aux ressources et à l'astuce des Ukrainiens. Ça, c'est grâce aux ressources britanniques, voilà, et aux renseignements américains. Car évidemment, sans l'OTAN, Kiev ne représente strictement rien. Il faut quand même s'en souvenir. Donc voilà, ça fait partie du grand réveil des médias, mais aussi des États. Et grand réveil des États, n'oublions pas ce qu'on vient de dire précédemment avec Macron qui s'est réveillé, mais lui s'est réveillé mais dans le sens inverse. Comme il est un peu fou, voire complètement fou, pour lui, il voit des rapports de l'état-major français sur son bureau qui disent il y a environ 35 000 morts ukrainiens par mois, l'armée russe est tellement plus puissante, l'armée ukrainienne est tellement faible, que, bref, si l'armée française se battait contre les Russes, comparé aux Russes, on serait une armée de majorettes. Bon, Macron, lui, au lieu de réagir comme un homme normal
et se dire ouh là là, ça va très très mal pour nous, on va faire une désescalade et on va négocier. Non, 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 lui il fait tout l'inverse. Lui il dit on veut la guerre. Alors heureusement, il y a d'autres chefs d'État qui eux se sont vraiment réveillés comme Olaf Scholz. Et heureusement, Scholz n'est pas tout seul à essayer de faire une désescalade. Mais bon, malgré tout, il y a quand même quasiment tous les pays européens veulent quand même continuer à armer l'Ukraine et à financer l'Ukraine, bien sûr. Donc là, on est toujours dans le grand réveil des médias avec un article du Washington Post. Que dit-il? La puissance aérienne russe revient dans la guerre avec des bombes guidées dévastatrices. Donc, que dit-il? On va pas tout lire, hein. C'est trop long. L'armée de l'air russe a considérablement accru son efficacité dans la guerre en Ukraine grâce à son utilisation accrue de bombes planantes, contribuant au récent succès de Moscou sur le champ de bataille selon des experts occidentaux. Les nombreuses bombes de l'ère soviétique qui transportent jusqu'à une demi-tonne d'explosifs ont été équipées d'ailes et de systèmes de guidage pour parcourir de longues distances avec une certaine précision, permettant aux avions russes qui les larguent d'opérer à l'écart des systèmes antiaériens ukrainiens. Aux côtés des drones, des missiles et de l'artillerie russe, les bombes planantes ont ajouté une nouvelle puissance de feu destructrice à la campagne russe dans l'est de l'Ukraine, comme en témoigne la récente conquête de la ville d'Avdiivka, la première victoire majeure de la Russie depuis près d'un an. La Russie multiplie les attaques de drones et de bombes guidées pour contrecarrer la contre-offensive. Selon les Ukrainiens, la lutte la plus efficace contre cette menace russe, de plus en plus répandue, est encore loin. Les avions de combat F-16 de fabrication américaine que les pays réclament à grands cris. Alors pourquoi les Ukrainiens réclament à grands cris des F-16 pour contrer les bombes planantes? C'est tout simplement une bombe planante est inarrêtable. Il n'y a aucun système au monde pour l'instant qui est capable d'arrêter une bombe ou une bombe planante. Alors pourquoi? Parce que les bombes ne laissent aucune signature thermique et n'envoient quasiment aucune onde électromagnétique. Donc on ne peut pas vraiment les repérer. Alors les Russes, eux, disent depuis un an et demi qu'ils sont capables, avec certains systèmes à eux, d'arrêter des bombes planantes. Mais ça, c'est les dires des Russes. Est-ce vrai ou faux? Je ne le sais pas. En tous les cas, il est vrai qu'il y a plus d'un an, les Russes le disaient effectivement. Maintenant, là, j'ai pas vu de preuves flagrantes là-dessus. Mais effectivement, donc avec des avions F-16, eh bien, les Ukrainiens pourraient détruire les avions qui larguent. Alors évidemment, il n'est pas question d'arrêter les bombes une fois qu'elles sont lâchées de l'avion. Par contre, il est possible de détruire l'avion qui largue les bombes ou les bombardiers qui larguent les bombes. Et donc là, les Ukrainiens comptent sur les F-16. Évidemment, c'est complètement délirant. Bien entendu, déjà, je vois pas des F-16 décoller d'Ukraine. Je vous ai déjà montré précédemment que à cause de la logistique, à cause de la fragilité des F-16, pour l'instant, il n'y avait pas d'issue. Alors, technique, dit par les experts. Alors, évidemment, pour la com, comme d'habitude, il y aura quand même des F-16 d'envoyés. Les utiliseront-ils? Je n'y crois pas. Mais bon, nous verrons bien. Alors, ils pourraient utiliser quand même les F-16 en imaginant que ça soit vraiment livré, etc. Mais dans ces cas-là, pour éviter la perte d'un F-16 qui serait un désastre de communication, un désastre médiatique, vous vous doutez bien que les F-16, ça va faire comme les Challenger 2 anglais. Ils vont être très loin du front. Ils vont décoller du style de Lviv, hein, je dis ça comme ça, donc très à l'ouest de l'Ukraine. Et ils vont tirer de très 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 loin. C'est-à-dire avec des missiles de croisière, certainement. Mais je n'y crois pas avec des missiles RR qui tireront sur des bombardiers ou des avions de chasse russes, parce qu'ils seraient beaucoup trop loin. En effet, à ma connaissance, le missile RR qui va le plus loin au monde, je dis bien à ma connaissance,
C'est un missile RR américain et c'est 180 km théorique maximum. Là, on va regarder le grand média indien WION, le média indien international qui vous parle de la FAB 1500, qui n'a rien de révolutionnaire en soi, mais ce qui est révolutionnaire, c'est que les Russes ont réussi à rendre cette bombe terriblement puissante, planante. Et c'est ça qui est absolument terrible. Donc, dans cette vidéo, ils vous font une petite présentation de cette bombe qui a beaucoup aidé la Russie pour Avdiivka et qui va beaucoup l'aider pour le reste de la guerre. Regardons ça ensemble. And talking of escalations, Russia has started using a powerful new monster bomb in battleground Ukraine. It is called the FAB 1500, not the FAB 500. We know Russia has already dropped them on Ukraine. I'm specifically talking about FAB 1500, a giant new glide bomb. It is heavier, meaner, and more dangerous. It has dramatically boosted Russia's effectiveness in the Ukraine war. And according to reports, Moscow can thank this new bomb for its recent successes in the battleground. So what is this new powerful weapon all about, and what really does it mean for the Ukraine war? Let me tell you, along with Russian drones, missiles, artillery, these glide bombs have added a whole new destructive firepower to Russia's campaign in eastern Ukraine. Donc un dernier article sur les bombes d'Intelligence Drop, FAB 1500, la bombe aérienne russe fait pencher la balance contre l'Ukraine. Donc là vous voyez une FAB 1500 typique, mais qui n'a pas de kit pour planer. Donc, que lit-on? Les 3 derniers mois ont été marqués par une série de percées surprises des forces russes contre les positions ukrainiennes fortement renforcées dans le Donbass. Les troupes détruisant les fortifications et les retranchements que l'armée ukrainienne, soutenue par l'OTAN, a passé une décennie à créer. Le secret de la Russie? Une version modernisée d'une bombe aérienne super lourde de fabrication soviétique. Les médias occidentaux ont découvert une nouvelle super arme russe qui menace de briser pratiquement toutes les fortifications. Dans un article publié dimanche, CNN a averti que la Russie avait commencé à utiliser une puissante bombe aérienne qui a décimé les défenses ukrainiennes et fait pencher la balance sur les lignes de front, en utilisant une arme de base de l'ère soviétique convertie en une bombe planante qui peut provoquer un cratère de 15 mètres de large. La munition que les médias ukrainiens avaient précédemment qualifiée de bombe monstrueuse, plus puissante que le missile Iskander, est la FAB 1500, une bombe aérienne de 1525 kg à lancement aérien, développée pendant la guerre froide et conçue pour exploser des cibles difficiles. FAB, acronyme russe pour High Explosive Aviation Bomb, constitue toute une gamme de bombes aéronautiques polyvalentes de fabrication soviétique et russe, du FAB 50 de 50 kg au FAB 500, donc de 500 kg, en passant par le FAB 2000, donc 2 tonnes, FAB 3000, 3 tonnes, FAB 5000, 5 tonnes, et le monstrueux FAB 9000, donc 9 tonnes, qui comporte une charge explosive conventionnelle d'environ 4 tonnes 3 de TNT, soit environ la moitié du rendement de l'explosion provoquée par le W-54, la plus petite bombe nucléaire tactique au monde. La FAB 1500 a été mise en service pour la première fois dans l'armée soviétique en 1954 et est livrée avec 675 kg de TNT, suffisamment pour niveler une fortification ou un bunker et laisser un cratère jusqu'à 20 mètres de profondeur, briser jusqu'à 3 mètres de blindage renforcé en béton et provoquer des destructions sur une zone allant jusqu'à 500 mètres. Le secret du FAB 1500, l'UMPK. Bien que le FAB 1500 soit puissant, son statut de munition non guidée à chute libre limitait son utilité contre des adversaires proches ou par paire, d'autant plus que la défense antiaérienne est devenue plus sophistiquée au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Les ingénieurs militaires russes ont réussi à contourner ce point faible en utilisant un UMPK, acronyme russe pour Unified Planning and Correction Module,
transformant les bombes en chute libre de la série FAB en munitions contrôlées par laser et par satellite avec une portée étendue. Les FAB équipés de l'UMPK sont dotés de composants d'ailes et de gouvernails dépliables et d'un système de ciblage informatique améliorant la précision des bombes jusqu'à 5 mètres de leur cible. L'analogue américain le plus proche est le kit de bombes intelligentes JDAM. Équipés de l'UMPK, les FAB 1500 pourraient être lancés par les avions qui les larguent à des distances allant jusqu'à 50 km. Alors je rappelle que pour les FAB 500, cela peut aller jusqu'à 70 km, ce que peut parcourir la bombe. Voilà, les Russes n'arrêtent pas d'améliorer la portée. Bon, on va s'arrêter là, inutile de lire tout l'article, vous avez compris l'essentiel, c'est-à-dire que cette FAB 1500 dotée d'un kit rendant la bombe planante est un tournant à l'avantage des Russes qui donne un avantage militaire vraiment notable. Donc là, on va voir un article très intéressant qui est toujours dans le réveil des médias, le grand réveil des médias. Forbes nous dit: un drone russe a repéré un équipage de défense aérienne patriote ukrainien en convoi près de la ligne de front. Bientôt, un missile hypersonique russe est abattu. Bon, désolé pour la traduction Google qui est ridicule, bien évidemment. Donc en gros, c'est un drone russe qui a repéré un convoi de systèmes patriotes et un missile russe s'est abattu. C'est pas un missile hypersonique, hein. C'est pas un Kinjal, c'est pas un Zircon. Non, c'est un Iskander M, voilà, qui s'est abattu sur ces systèmes patriotes. L'Ukraine vient de perdre ses premiers lanceurs patriotes et probablement leurs équipages. Alors ça, c'est la première fois que c'est reconnu que 2 systèmes patriotes ont été détruits. Alors je vous dis 2 parce que voilà, c'est écrit dans la suite de l'article. Mais les Russes disent qu'ils en ont déjà abattu 2 autres. Un à Kiev, où là où on voyait les missiles patriotes tirés un à un, filmés par un blogueur ukrainien. Voilà, d'ailleurs ce blogueur ukrainien a été mis en prison pour avoir filmé cela. Donc c'était à Kiev, hein, il y a un an à peu près, il y a un moment maintenant. Et les Russes disent qu'ils en ont détruit un autre dans l'oblast de Kherson. Donc plus ces 2 lanceurs-là, ça ferait 4 systèmes patriotes qui auraient été détruits. Voilà, bon, là c'est 2 systèmes patriotes et probablement leur équipage. Bon, on va voir que plus loin, ils disent que c'est certainement avec équipage. Donc la persévérance et la chance d'un opérateur de drone russe ont porté leurs fruits samedi lorsqu'il a localisé à l'extérieur de Pokrovsk, dans l'est de l'Ukraine, un convoi ukrainien comprenant, semble-t-il, au moins 2 quads lanceurs montés sur camion pour un missile de surface patriote. Batterie de missiles aériens. Réagissant plus rapidement que d'habitude, un équipage de missiles sol-sol hypersonique russe Iskander, je ne sais pas pourquoi ils appellent ça un missile hypersonique. Il est vrai que l'Iskander, une fois qu'il arrive sur sa cible à la verticale, certes, il atteint une vitesse hypersonique, mais bon, c'est pas un missile hypersonique, l'Iskander. Bon, à viser et toucher directement le convoi ukrainien à des centaines de kilomètres de distance. 2 des lanceurs patriotes apparents ont explosé, tuant presque certainement leur équipage. Bon, on va pas lire tout l'article puisqu'il est un peu trop long, mais bon voilà, là les médias ont reconnu qu'il y avait 2 systèmes patriotes qui ont explosé. Bon, je vais vous montrer des images un peu plus précises là-dessus. Donc en gros, ce qu'on voit dans les photos, et je vais vous montrer ça, c'est 2 systèmes patriotes et un système radar. Donc en gros, sachant qu'un lanceur comme ça seul, ça vaut dans les 400 millions de dollars. Juste un camion comme ça, c'est 400 millions de dollars. Voilà, faut le savoir comme ça, hein. Alors je vais vous montrer un autre article. Donc là, vous voyez donc les patriotes détruits, les systèmes. Donc là, il y a 4 systèmes. Vous voyez les flèches qui ont été qui montrent la destruction. Donc et là, j'ai une petite vidéo qui montre l'explosion aussi. Donc
Donc voilà. Donc le missile Iskander, bon, c'est énorme hein, comme missile. Hein. La destruction, vous voyez un peu, c'est énorme. Énorme. Destruction énorme. Bref, voilà. Donc là, c'est 4 systèmes touchés. Alors apparemment, les deux lanceurs étaient là. Là, c'est un système radar et là, c'est un autre système radar qui ont été détruits. Donc là, vous voyez les deux lanceurs, comme le disait l'article, donc par paire. Vous voyez les deux lanceurs et les deux systèmes radar ici. Donc je sais pas combien ça a coûté la perte de tout cela, mais c'est terrible. Bon bref, voilà ce qu'on pouvait dire concernant les systèmes patriotes touchés. Maintenant, on va parler plutôt des chars. Donc là, que lit-on au 24 janvier 2023 ? L'ambassadeur de Russie promet que les chars américains M1 Abrams seront détruits en Ukraine. Ça, c'était le 24 janvier 2023. Et là, maintenant, d'après The National Interest, c'est-à-dire un grand journal américain militaire, que lit-on au 6 mars ? Donc du 24 janvier, on passe au 6 mars. Les chars M1 Abrams sont détruits en Ukraine par la Russie. En moins d'une semaine, l'Ukraine a été témoin de la destruction de 3 chars M1 Abrams de fabrication américaine, apparemment par des missiles guidés anti-chars russes. Ces pertes, particulièrement mises en avant sur les réseaux sociaux, ont servi de moteur à la propagande russe. Les États-Unis ont initialement fourni 31 Abrams à l'Ukraine, une contribution qui a été critiquée comme étant insuffisante pour modifier de manière significative la dynamique du champ de bataille. L'introduction des chars occidentaux, notamment les Challenger 2 britanniques, les Léopard 2 allemands, a été remise en question par la courbe d'apprentissage abrupte des équipages ukrainiens habitués au modèle soviétique. Au milieu de ces développements, la zone de conflit ukrainienne a été qualifiée de cimetière à chars. 3 chars américains Abrams détruits en Ukraine, une victoire de propagande pour la Russie. Voilà, bon après on va pas répéter. Là vous voyez donc des images de destruction, inutile d'y revenir, des chars Abrams. Là je vous le dis, c'était au 6 mars. Il y en a eu 4, il y en a eu un autre qui a été détruit. Le troisième avait été détruit par un char russe T-72B3. Donc c'était un combat de char à char et donc le M1 Abrams a été détruit. Bon attention quand même, faut quand même remettre les pendules à l'heure. Ça veut pas dire que les chars M1 Abrams sont très mauvais, même si là évidemment c'est des chars de première génération. C'est pas les dernières générations de chars Abrams. Ça veut pas dire que les chars Abrams sont mauvais. Mais ils sont mauvais dans le sens que au niveau de la logistique, ils sont trop fragiles, ils sont trop lourds et il faut un équipage très très entraîné. Les chars M1 Abrams américains sont les plus complexes du monde. Ils sont les plus difficiles à appréhender pour les tankistes. Il faut quand même rappeler ces petits détails. On va aller plus loin. Là, on voit le Frankfurter Rundschau, pardonnez mon accent allemand. Le char Abrams s'avère être une diva sur le champ de bataille ukrainien. Ça date du 8 décembre 2023, mais ça reste exact. Donc, le char Abrams s'avère être une diva. Vous voyez, ça vous rappelle pas la semaine dernière l'article que j'avais fait sur les F-16, que je vous avais montré, où c'était marqué « Le F-16 est une diva ». Bah là, on reprend la même chose. On va pas tout lire non plus, juste ça. Des géants de la haute technologie contre des chars jetables. Les équipements militaires occidentaux marchent au front en Ukraine, mais les détails s'avèrent inadaptés. Alors, le journal allemand appelle chars jetables les chars russes. Alors, c'est très méprisant de dire ça. Le Colossus est une diva, donc le char M1 Abrams. Les praticiens américains ont mis en garde contre cette utilisation depuis longtemps, mais l'Ukraine sait désormais pourquoi. L'Abrams M1 américain, considéré par certains comme le meilleur char de combat au monde, souffre de douleurs lors de la contre-offensive contre l'armée d'invasion russe.
Il s'essouffle tout simplement en pleine guerre en Ukraine. Il y a 2 raisons à cela, comme le rapporte le portail américain Forbes. Le plus gros point faible de cette forteresse roulante de près de 70 tonnes réside dans les filtres situés dans les ouvertures d'admission du moteur. Ils empêchent la saleté et les débris contaminés de détruire le moteur sensible du M1. Il nécessite un nettoyage régulier et cela signifie un nettoyage contre Poutine. J'adore. En fait, je vous en avais parlé dans un point sur l'Ukraine où j'avais fait un spécial char, où j'avais tout dit sur les chars, les caractéristiques et tout. Et je vous avais dit, il y a plusieurs mois de cela, que les chars M1 Abrams étaient très mauvais, dans le sens que fallait changer 2 fois par jour le filtre à air. Donc imaginez-vous, en pleine guerre, changer 2 fois par jour le filtre à air. Donc ça demande une logistique énorme, parce que là on parle que du filtre à air, mais toutes les pièces de rechange qui sont très nombreuses. Donc en gros, chaque char, en réalité, doit toujours être accompagné, pas très loin, d'un camion de maintenance, avec au minimum 2 techniciens de maintenance ultra qualifiés pour ces chars-là. Et là, il n'y a aucun Ukrainien qui peut réparer. Hein. C'est pas possible, ça peut être que des Américains. Parce que là, il faut être vraiment un ingénieur de très haute volée au niveau de la maintenance. Les chars américains étant les plus complexes du monde. Voilà. Donc, voilà. Donc le problème, c'est il y en a plusieurs, il y en a 3 en réalité. C'est la logistique, qui est un vrai cauchemar pour les chars Abrams, parce qu'ils sont très fragiles et très complexes. Les filtres à air à changer, avec les pièces de rechange, les autres pièces de rechange, mais c'est surtout les filtres à air, parce que ça, c'est de la maintenance régulière, 2 fois par jour. Et enfin, le poids d'environ 65 tonnes à peu près, qui fait qu'il est trop lourd et qu'il s'embourbe facilement, exactement comme les Challenger 2 en Ukraine. Voilà, donc d'où le fait que les chars Abrams, une diva. Alors on va passer à un autre article. Hein. Là vous voyez le char Léopard 2A6, donc qui a été apparemment récupéré intact par les Russes, donc vraiment intact. Donc ça c'est quand même un problème, parce qu'ils vont pouvoir faire de l'étude technologique sur un 2A6 qui est un peu problématique. Et là vous voyez un Challenger 2 qui a été pris dans le début de la Rasputitsa. C'est-à-dire vous voyez un Challenger 2 de près de 70 tonnes. Vous voyez, ça va de 63 tonnes à 75 tonnes qui s'enfonce dans la boue. Et il faut un autre Challenger 2 pour pouvoir le sortir de là. Imaginez-vous si ce char avait été proche des combats. Imaginez-vous. Donc là, heureusement, c'était pas le cas, mais imaginez-vous proche de la ligne de front. Le char était foutu. Voilà. Donc ça, c'est un des gros problèmes des chars occidentaux, c'est que en plus ils sont trop lourds. Et en plus, le char Challenger 2, en plus d'être trop lourd, c'est certainement le char le plus mauvais qui soit du monde. Hein. Il est extrêmement peu fiable. Les Ukrainiens, j'ai vu plein de rapports des Ukrainiens qui se plaignaient de sa fiabilité. Et en plus, le ministère de la Défense anglais avait demandé que les chars Challenger 2 soient le plus loin possible du front. Et qui sert simplement, il doit servir d'appui d'artillerie, c'est tout. Voilà. Bon, c'est ridicule, appui d'artillerie, étant donné la portée des obus de char, qui sont de l'ordre d'environ 5-6 km, voilà, maximum, quelque chose dans ce goût-là. Donc c'est ridicule, mais bon, voilà. Le char Challenger 2, c'est le pire char que j'ai jamais vu. À ma connaissance, bien sûr, et en tant que char récent, bien sûr. Donc là, on va voir un extrait d'une vidéo d'un média indien qui s'appelle l'Hindustan Times et qui vous montre donc 4 chars Abrams M1 qui ont été détruits par les Russes. Donc apparemment, d'après l'Hindustan Times, il ne reste plus que 27 chars Abrams M1 en Ukraine.
Donc là, vous voyez le 4e tank US détruit près du front d'Avdiivka. Donc 4 Abrams en 13 jours qui ont été détruits. Bon, voilà, c'était pour vous montrer les images et pour vous montrer que ça a été repris donc par un très grand média indien. Bon, maintenant on va passer aux infos diverses. Donc New York Times, des troupes d'exilés russes soutenues par l'Ukraine organisent des assauts sur le territoire de Moscou. Les attaques et les frappes de drones à travers la frontière sud visant à contrecarrer le contrôle du président Poutine sur la Russie, a déclaré un dirigeant de l'un de leurs groupes. Donc voilà, donc ça c'était dans l'oblast, il part de l'oblast de Koursk et l'oblast de Belgorod, donc à l'extrême sud de la Russie, donc à la frontière russo-ukrainienne. On va pas tout lire, hein. C'est juste pour vous donner l'annonce. L'Ukraine a organisé mardi une série d'attaques terrestres transfrontalières avec des chars, 3 exactement, et d'autres véhicules blindés. Les autres véhicules blindés, c'est 7 Bradley et 2 véhicules blindés de transport de troupes. Et des frappes de drones à longue portée contre la Russie. Des assauts qui semblaient viser à perturber le message de campagne de réélection de Vladimir Poutine, selon lequel la guerre avait tourné à Moscou. 3 groupes armés d'exilés russes. Alors, ça, c'est ce que disent la propagande occidentale. Les Russes, eux, disent que ce sont des Ukrainiens qui ont fait ça et qu'il n'y a pas de Russes dans l'eau. Bon, qui a raison? On ne le sait pas, mais c'est bon d'avoir les deux sons de cloche. Alors, évidemment, même si c'était des Russes opposants, bon, je rappelle que si c'est vraiment les Russes opposants dont les médias parlent, ce sont quand même des néo-nazis. Hein, faut pas l'oublier. Et ça, c'est reconnu par les médias. Faut quand même le souligner. Ils l'ont reconnu au début, du bout des lèvres. Maintenant, ils n'en parlent plus. Hein. Et bien évidemment. Donc, ce groupe d'exilés russes qui opère en coordination avec l'armée ukrainienne ont déclaré avoir traversé la frontière du sud de la Russie dans la nuit et combattent dans la région frontalière. Plus loin de la frontière, des frappes de drones ont touché une raffinerie de pétrole et un dépôt de carburant russe. Voilà, donc on va pas tout lire, mais juste que voilà, donc il y a eu, comme l'année dernière, une attaque de ce groupe d'exilés russes, soi-disant. En fait, il y a certainement des membres de l'OTAN dedans, comme d'habitude. Alors je vous rappelle que l'année dernière, il y a eu une attaque quasiment identique. Voilà. Sauf que l'année dernière, ça a été reconnu par les deux côtés que ce groupe d'opposants entre guillemets russes avait l'année dernière sur Belgorod avait fait des gros dégâts et était resté plusieurs jours. Les Russes avaient eu beaucoup de mal. Ça a duré au moins une semaine, hein, où les Russes ont eu du mal à les déloger. Bon, ils avaient quand même réussi à les tuer en majorité. Là, les Russes déclarent qu'ils les ont, là, présentement, comme là, les Russes étaient préparés, puisqu'ils avaient une ligne de défense qui était là, contrairement à ce que disent les médias. Donc, ils avaient des chars, les Russes, ils avaient des véhicules blindés, certes pas beaucoup, et par contre, ils avaient de lourds systèmes antiaériens, les Russes. Donc, ils ont arrêté énormément de drones, parce que précédant cette attaque de ces exilés russes, soi-disant, ils avaient lâché énormément de drones sur ces deux oblasts, donc Koursk et Belgorod. Et les Russes disent qu'ils ont arrêté absolument tous les drones. Par contre, les Ukrainiens, eux, disent qu'ils ont pris 2 villages et qu'au moment où je vous parle, ils sont toujours dans ces villages. Et alors que les Russes disent complètement l'inverse, ils disent qu'ils n'ont pas réussi à traverser la frontière, qu'ils ont arrêté sur la frontière cet assaut-là. Les Russes disent qu'ils ont fait entre 234 et 254 morts. Ils disent qu'ils ont détruit 7 tanks, 7 Bradley et 2 véhicules blindés de transport de troupes.
Et Vladimir Poutine a pris la parole aujourd'hui et ce matin, et il a dit que le reste des troupes kieviennes étaient repartis en fuyant avec de très lourdes pertes. Ça, c'est Vladimir Poutine qui le dit. Donc voilà, entre ce que disent les Russes et ce que disent les Ukrainiens, évidemment, chacun aura son opinion. Moi, j'ai vu les vidéos ukrainiennes qui prouvaient, entre guillemets, qu'ils avaient pris les villages. Le problème, c'est que les vidéos qu'ils ont montrées étaient des vidéos fabriquées, avec des vidéos qui ont plusieurs mois, puisque malheureusement, ça a été démystifié par le site russe Slaviangrad. Donc, ils ont montré la vidéo donnée par les Ukrainiens de l'assaut, avec des bruits derrière de mitrailleuses, etc. Et les images qu'ils ont montrées, donc il y avait énormément de neige sur les images de Kiev, et ils ont montré, avec les preuves évidemment, la situation météorologique de la ville, c'est-à-dire où là, là, ces derniers jours, il n'y avait pas de neige dans l'endroit où les Ukrainiens disent avoir fait une percée. Les Ukrainiens, les Russo-Ukrainiens, va-t-on dire. Voilà, donc ils avaient démystifié ça en montrant que c'était une vieille vidéo qu'ils avaient reprise de plusieurs mois, d'où l'énormité de la neige, le gros tas de neige un peu partout. Et ils ont montré qu'avec les images des derniers jours, qu'il n'y avait pas de neige dans l'endroit indiqué par les Ukrainiens. Ils avaient démystifié cette vidéo. Donc voilà, donc a priori, les Ukrainiens n'ont rien fait et ce n'est que du mensonge, que de la mascarade, évidemment, mais c'est pas étonnant puisque Boudanov a dit que c'était lui qui avait planifié cela. Et Boudanov, c'est pas la première fois qu'il fait du montage vidéo pour prouver que ses forces ont fait tel ou tel exploit. Malheureusement, on a l'habitude avec les Ukrainiens des mensonges, des montages vidéo, sauf que là, ils se sont fait griller sur ce coup-là, tout du moins. Par contre, je répète que le précédent coup, par les mêmes hommes à peu près, hein, les mêmes types d'hommes, on va dire, la première fois qu'ils avaient envahi Belgorod, l'oblast de Belgorod, ils avaient vraiment fait mal et les Russes avaient vraiment été pris de court. Mais pas cette fois-ci. Donc là, nous allons voir Kirili Boudanov qui donne une interview à un média occidental. Ça a été repris par LCI. Et Boudanov, le chef du SBU, nous annonça en avance une grande offensive sur la Crimée. Donc rebelote, on a Kiev qui nous annonce en avance, comme l'année dernière, en août, avec la grande offensive qui devait atteindre Tokmak, Melitopol et la mer d'Azov, eh bien, il nous annonce en avance le grand projet militaire de l'Ukraine, c'est-à-dire là, bientôt, il y a une grande offensive qui va être faite pour reprendre la Crimée. Donc écoutons-le, c'est très drôle. Toutes ces opérations en mer Noire ne sont qu'en préparation d'une opération majeure en Crimée. Une façon de vérifier que notre compréhension des moyens d'entrer et de sortir de là sont corrects. Donc vous voyez là, Boudanov, il a tout compris, ne jamais surprendre l'ennemi et toujours dire ce qu'on va faire à l'ennemi en avance. Comme ça, l'ennemi peut mieux se préparer. Voilà, exactement comme ils ont fait l'année dernière où pendant 6 mois, on nous annonçait une grande offensive avec exactement où elle allait se produire. Ils sont très forts, les Ukrainiens. Donc voici un article de Politico qui dit « Le Royaume-Uni vers l'Allemagne, l'envoi de missiles Taurus n'intensifiera pas la guerre en Ukraine. David Cameron profite de son voyage à Berlin pour présenter le test pour les politiciens de cette génération. » C'est un peu ridicule comme titre. Donc, vous vous souvenez, là, en parlant de David Cameron, des Taurus et de l'Allemagne, je vous avais dit précédemment que David Cameron il avait profité de son voyage pour demander à Olaf Scholz de lui fournir les Taurus.
Comme ça, l'Angleterre a dit à Olaf Scholz, bah, c'est nous qui allons fournir les Taurus à l'Ukraine. Comme ça, ce ne sera pas l'Allemagne. Et tout le monde tombera dans le panneau. Alors, comme je vous l'ai dit encore une fois, précédemment, c'est du niveau de la cour de maternelle. Donc, comme si Olaf Scholz allait dire oui, elle est assez stupide pour dire oui, et que les Russes allaient tomber dans le panneau. Donc, évidemment, Olaf Scholz, d'après les rapports que j'ai lus, a dit non à ce stratagème digne d'un enfant de 4 ans. Bref, on va pas tout lire, juste ça et on s'arrête là. La fourniture de missiles Taurus à l'Ukraine n'intensifiera pas le conflit entre le pays et la Russie. Mauvaise traduction, entre l'Allemagne et la Russie, a insisté jeudi le ministre britannique des Affaires étrangères, donc c'est David Cameron, au milieu d'un débat intense en Allemagne sur l'opportunité d'envoyer à Kiev les armes à longue portée. S'exprimant lors d'un voyage à Berlin, David Cameron, ancien Premier ministre britannique devenu diplomate de haut niveau, a déclaré que la décision de fournir les missiles était une question qui appartient au gouvernement allemand. Vous voyez, là, il a quand même compris, malgré son insistance, il a quand même compris que Olaf Scholz, il voulait pas. Donc, malgré son petit stratagème à 2 balles, bah, c'est tombé à l'eau. Hein. Donc, évidemment, là, il ne peut que dire c'est la palissade. Donc là, un article du New York Times pour évidemment parler d'un des piliers de l'État profond. Victoria Nuland, vétéran de Russia Hawk, va quitter le département d'État. Alors là, ils n'ont pas traduit, mais en fait, c'est vétéran faucon contre la Russie. Parce qu'on les appelle les faucons, c'est-à-dire les néocons pro-guerre, bellicistes à fond. On les appelle les faucons. Donc là, mauvaise traduction de Google. Donc elle va quitter le département d'État. Un diplomate acharné et un défenseur déterminé du soutien à l'Ukraine quittera le poste numéro 4 du département. Donc en fait du gouvernement, hein, pour la bonne traduction. Victoria Nuland. On va pas tout lire. Hein. Donc Victoria Nuland, 4e fonctionnaire du département d'État et défenseur déterminé d'une politique dure à l'égard de la Russie de Vladimir Poutine, prendra sa retraite ce mois-ci après plus de 30 ans de gouvernement. Bon, en fait, elle a été virée, Victoria Nuland, parce que ça part en eau de boudin en Ukraine. Alors, je rappelle que Victoria Nuland, l'instigatrice du coup d'État américain à Kiev, avec Jeffrey Piat, l'ambassadeur américain à l'époque à Kiev. Donc, c'est elle qui distribuait des petits gâteaux sur la place Maïdan aux Ukrainiens, donc complètement ridicule. Et c'est elle aussi qui s'est fait avoir, puisque son coup de téléphone à Jeffrey Piat a fuité. Et donc son coup de téléphone disait tout, puisque c'est elle qui disait à Jeffrey Piat qui devait être dans le gouvernement ukrainien. Donc elle disait, ah bah tiens, on va mettre celui-là, ou plutôt celui-là, qu'est-ce que t'en penses? Non, ça te va pas, alors si ça te va pas, on va mettre celui-là. Voilà. Bon, je vous avais fait une vidéo là-dessus, et je vous avais mis le contenu audio original qui avait fuité et dont les médias avaient été obligés de parler. Et dans cet enregistrement audio, c'est elle qui disait fuck EU, c'est-à-dire que l'Union européenne aille se faire foutre. Parce qu'en fait, tu as Jeffrey Piat dans l'audio, il disait à Nuland, il disait ouais, mais tu crois pas quand même que l'Union européenne va gueuler? Parce que là, nos manigances, mettre qui on veut, carrément même, on mettait même des Américains dans le gouvernement ukrainien, ça va quand même se voir et l'Union européenne va quand même gueuler. Et là, c'est là que Victoria Nuland dit fuck EU. Donc voilà. Donc ça avait fait grand bruit à l'époque. Hein. Évidemment, maintenant, on va pas en reparler. Hein. Là, un dernier article de Victoria Nuland sur Agoravox, donc un média américain. Donc pourquoi Victoria Nuland a-t-elle décidé de démissionner maintenant? Donc évidemment, là, on comprend, on va pas lire tout l'article, hein, parce que c'est
c'est toujours pareil, hein. Donc là, il parle de Victoria Nuland. Mais ce qui est intéressant, c'est la guerre par procuration avec la Russie était son initiative dès le début. Cependant, rien ne changera avec le départ de la diplomate américaine. Les faucons américains ne renonceront pas à leur politique vis-à-vis de Moscou. Et évidemment, si elle a été virée, c'est tout simplement parce que ça a été une catastrophe en Ukraine, alors qu'elle était aux manettes depuis le début, depuis 2014. Et donc elle a tout foutu en l'air le plan de l'État profond américain. Et c'est pour ça qu'il la vire, bien entendu. Donc voilà, donc je voulais juste vous montrer ça pour finir. Vraiment, c'est un pilier de l'État profond qui tombe. Alors, va-t-elle quand même continuer à conseiller dans l'ombre? Je ne le sais pas, mais en tous les cas, entre nous, c'est une très bonne nouvelle. Là, on a un article de CNN qui dit l'Ukraine frappe des raffineries de pétrole au cœur du territoire russe alors que Kiev intensifie ses attaques de drones avant la probable réélection de Poutine. J'aime la probable réélection de Poutine. Donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 3 raffineries de pétrole qui ont été touchées par des drones. Contrairement à ce que disent les médias, les dégâts ont été vraiment mineurs parce que ces raffineries géantes ont des systèmes redondants et des systèmes de coupure intrinsèque quand il y a un incendie, parce qu'évidemment, un incendie dans un système pétrolier, ça peut arriver. Donc c'est comme s'il y avait un incendie quand il y a un drone qui touche, surtout que ce sont des petits drones. Alors il y a une flamme qui est un peu impressionnante, mais ça n'empêche pas la raffinerie de fonctionner, bien évidemment. Alors, contrairement à ce que les médias disent, effectivement, il y a des mesures pour garder du pétrole pour le domestique, afin que, au niveau des Russes, il n'y ait pas d'inflation à la pompe. Mais évidemment, c'est qu'une mesure de précaution. Les Russes vendent évidemment des quantités incroyables de pétrole toujours à l'étranger, bien sûr. Ils n'arrêtent pas la vente à l'extérieur, comme on l'entend dans certains médias, dont LCI. Mais bon, la propagande mensongère, on a l'habitude, surtout concernant les médias occidentaux. Là, on va parler économie avec le journal de l'économie, qui s'appelle The Economist, un journal anglais mais aussi international. L'économie russe défie une fois de plus les pessimistes. À l'approche des élections, Vladimir Poutine semble désormais maîtriser l'inflation. Bon, on va pas tout lire, juste ça. Dans les 2 années qui ont suivi l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine, l'économie russe a défié à plusieurs reprises les prophètes de malheur. L'effondrement financier, largement prédit au printemps 2022, ne s'est jamais produit. L'économie est tombée en récession, mais elle a été moins grave que prévu et s'est rapidement résorbée. L'inflation a été la frayeur la plus récente. L'année dernière, les prix se sont accélérés rapidement. Les économistes pensaient qu'ils pourraient devenir incontrôlables. Même M. Poutine était inquiet. En février, il a exhorté les autorités à accorder une attention particulière à la hausse des prix. Mais une fois de plus, l'économie russe semble donner tort aux pessimistes. Les données publiées le 13 mars ont montré que les prix ont augmenté de 0,7% en glissement mensuel en février contre 1,1% à la fin de l'année dernière. Les taux d'inflation annuels se stabilisent autour de 7,5%. Les prévisionnistes s'attendent à ce qu'ils tombent à seulement 4% d'ici peu. Voilà, donc tout va bien pour l'économie russe, sachant que le FMI a dit qu'il y avait une augmentation de l'économie de 2,6%, avec éventuellement à la fin de l'année une augmentation de plus 3,5%. Nous verrons bien. Donc là, on a un article du Washington Post qui dit « Les États-Unis vont envoyer à l'Ukraine un colis d'armes de 300 millions de dollars alors que l'aide supplémentaire est au point mort. » Ça date du 12 mars. L'administration Biden a annoncé mardi qu'elle enverrait 300 millions de dollars supplémentaires d'aide à la sécurité à l'Ukraine. Une mesure extraordinaire prise alors que la demande du président Biden de milliards de dollars supplémentaires reste bloquée au Congrès. Alors là, ils ont vraiment gratté les fonds de tiroir du Pentagone pour trouver ça.
ces 300 millions de dollars, qui vont alimenter le complexe militaro-industriel américain, qui lui est très content, hein, parce que la continuité de cette guerre, hein, faut pas se voiler la face, hein. Ça continue parce que le complexe militaro-industriel américain est très content comme ça et appuie pour que ça continue. Bien évidemment, l'Union européenne essaye de copier le système américain à ce niveau-là, mais pour l'instant, ça marche pas vraiment. Mais bon, là, les Américains tentent encore. À mon avis, je crois que c'est les derniers fonds de tiroir. Après, il y aura vraiment, vraiment plus rien. Donc, il va falloir que l'Ukraine utilise ses munitions avec parcimonie. Alors là, voici un dernier article pour vous montrer vraiment la dégénérescence de l'armée britannique. On a le Boat Blaze, le porte-avions britannique Queen Elizabeth, donc estimé à 3 milliards de livres sterling, prend feu alors qu'il était amarré en Écosse. Il faut savoir que ce même bateau, l'année dernière, a eu une énorme panne technique aussi. Donc là, ça commence à faire beaucoup pour le porte-avions britannique. Et je vous rappelle, il y a de cela, moins d'un mois, il y a 2 navires de guerre au Proche-Orient qui ont fait une collision. C'est-à-dire, en fait, il y a un navire de guerre britannique qui était amarré au port. Et il y a un autre navire de guerre, un destroyer, si je me souviens bien, qui a fait une marche arrière. Et en faisant la marche arrière, il a défoncé le navire de guerre qui était amarré au port, au Proche-Orient. Donc vous voyez vraiment, rien ne va plus dans l'armée britannique. Alors pour ceux qui me connaissent, nulle surprise, j'avais fait déjà une vidéo sur l'armée britannique et l'armée américaine, comme quoi elle était en pleine déliquescence. Donc là, nulle surprise, et ce dernier fait vient de le confirmer. Alors que peut-on dire en conclusion ? Eh bien Macron s'est ridiculisé comme d'habitude, à plusieurs reprises d'ailleurs, d'affilée. Donc on a d'abord Macron qui dit éventuellement des troupes au sol en Ukraine. Toute l'Europe a hurlé, y compris la Pologne, je tiens à le rappeler, y compris la Pologne. Donc bon, la Pologne qui a ensuite adouci ses propos vis-à-vis de Macron en disant oui, bon, au final ça reste une option. Voilà. Mais en gros, ceux qui étaient plus ou moins pour, c'est la Tchéquie et l'Estonie, qui l'ont dit assez ouvertement. Ensuite, on a Macron qui dit nous, pas de ligne rouge, pas de limite quant à la guerre en Ukraine, pas de limite. Donc là, il y a Dimitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, qui a évidemment pris la mouche. Bon, c'est la voix de Vladimir Poutine, bien évidemment. Donc Dimitri Peskov a dit il n'y a pas de ligne rouge et de limite pour vous, il n'y aura pas de ligne rouge et de limite pour la Russie envers la France dans ces cas-là. Eh oui, donnant. Et puis entre-temps, on a Macron qui avait ajouté oui, il ne faut pas être des lâches. Alors évidemment, il visait implicitement Olaf Scholz. Olaf Scholz qui a dit il n'y aura jamais d'envoi de missiles Taurus en Ukraine. Ensuite, suite au coup des lâches de Macron, Pistorius, le ministre de la Défense allemand, a fait une contre-gifle, puisque vu que Macron avait donné une gifle diplomatique à Olaf Scholz, et tout le monde l'a compris comme ça, y compris Olaf Scholz, bien évidemment, le premier visé, eh bien Pistorius, ministre de la Défense allemand, il a dit et d'une, il n'y aura jamais de Taurus envoyé en Ukraine, ça c'est clair, et puis d'ailleurs il y a eu le vote au Parlement allemand, mais en plus que l'envoi de troupes au sol en Ukraine, c'est même pas une option, c'est même pas sur la table. Et en plus, Pistorius finit vindicatif en disant que on ne parlera plus de ce sujet dorénavant. Voilà, l'Allemagne a décidé, c'est comme ça. Donc, grosse bataille diplomatique entre la France et l'Allemagne. Alors, déjà avant cela, Scholz et Macron se détestaient. Alors, vous imaginez maintenant. Alors là, quand même, ça devenait tellement voyant aux yeux du monde qu'ils se sont dit, bon, on va quand même pas s'auto-détruire aux yeux du monde, donc on va faire semblant. Donc on va prendre ceux qui veulent bien venir avec nous, c'est-à-dire nous, la France et l'Allemagne,
Et bon, le pays qui représente plus ou moins quelque chose, c'était la Pologne. Donc Donald Tusk a dit, bon, bah ok, je veux bien faire cette conférence de Weimar et donc bon, montrer un signe d'unité. Nul n'est dupe. Ça, c'est évidemment, comment dire, un geste désespéré pour montrer une unité, mais qui est purement factice, comme tout le monde le sait, bien évidemment. Donc ça va pas enlever les détestations en interne. Surtout qu'en réalité, l'Allemagne et la Pologne s'entendent pas vraiment sur l'Ukraine. Surtout que là, dernièrement, pour la deuxième fois, parce que l'année dernière c'était déjà le cas, bah, la Pologne a encore dit, plus ou moins officiellement, qu'elle avait des vues pour récupérer ces territoires dans l'ouest de l'Ukraine, c'est-à-dire la Galicie. Donc, alors évidemment, les médias vous en parlent pas, mais vous inquiétez pas, en Pologne, on en parle, hein. Voilà, donc ça, c'est la deuxième fois que la Pologne annonce ce genre de choses, hein. Donc, c'est assez inquiétant, bon, je trouve, personnellement, en tout cas. Bon, bref, donc tout cela, et puis bon, là, c'est la panique générale, puisque bah, toujours aucun signe du Congrès américain pour débloquer les 60,1 milliards de dollars. Donc là, c'est vraiment, vraiment la fin. Bah, l'Ukraine et l'Europe comptaient beaucoup sur toutes les instances judiciaires contre Donald Trump, mais toutes les instances judiciaires contre Donald Trump ont échoué. Donc les médias sont très déçus, les gouvernements occidentaux sont très déçus, parce qu'évidemment, Trump élu, bah, c'en est fini de l'Ukraine, même si c'est déjà le cas en réalité, puisque l'élection américaine, c'est le 5 novembre, donc évidemment, ce sera bien trop tard. Tout sera fini déjà d'ici là, tout du moins, je le pense, personnellement. Donc, entre-temps, ben, les Américains pensaient, pour combattre Donald Trump, pensaient à Kamala Harris et Michelle Obama pour remplacer Joe Biden. Mais non, c'est Joe Biden, malgré tout, malgré toutes ces gaffes continuelles, bah, c'est le candidat démocrate. Voilà, il n'y a même pas de bouée de sauvetage pour les démocrates. Donc, vous imaginez bien qu'un combat à la régulière entre Donald Trump et Joe Biden, vous doutez bien que Joe Biden a 0% de chance de devenir président américain. Je dis bien zéro. Sauf si ça se passe comme la dernière fois, avec une fraude électorale massive, mais cette fois qui serait encore beaucoup plus massive. Donc je pense que là, l'État profond ne s'y risquerait pas, parce que la dernière fois, il y avait certes Google, Facebook, Twitter, Instagram, mais là, il n'y a plus Twitter, à cause d'Elon Musk. Donc là, ça va devenir beaucoup plus difficile pour l'État profond de faire en sorte que Joe Biden soit réélu. Bref, donc tout va très mal pour l'Ukraine, et donc tout va très mal pour l'Europe, puisque officiellement l'Europe est unie contre la Russie. Voilà, et est prête à détruire sa société, est prête à détruire son économie pour les beaux yeux officiellement de l'Ukraine, mais entre guillemets pour les beaux yeux des États-Unis. Parlons le vrai. Donc c'est complètement... Tout est absurde. Tout est absurde. Et toujours aucun grand média qui n'a décrit le pourquoi de la situation, c'est-à-dire qu'à remonter à 2014 le fil des événements pour expliquer la situation d'aujourd'hui. Là, il y a des choses qui ne changeront jamais. Donc on est toujours officiellement dans le 24 février 2022. Vladimir Poutine s'est levé un matin et a décidé, tiens, je vais envahir l'Ukraine. Voilà, ça ne changera jamais. Voilà, le narratif ne peut pas changer d'ailleurs à ce niveau-là. Donc tout va très bien pour la Russie, on l'a vu économiquement, on va le voir aussi au niveau politique. Là, j'ai vu sur LCI hier, donc au 15 mars, que vraiment, ils étaient tristes, LCI, hein. Il y a eu encore un sondage fait par un institut occidental, donc au-dessus de tout soupçon, malheureusement, et qui donnait à 82,5% la cote de popularité de Vladimir Poutine. C'est-à-dire, c'était 82,5% pro-Poutine. Ah là, ils étaient tristes, hein.
Alors, il ne pouvait pas porter le blâme sur l'Institut de sondage, qui est occidental, mais donc il disait, il y a un endoctrinement. Ah, il y a un endoctrinement en Russie, hein. Ils sont tous endoctrinés. Il y a eu un lavage de cerveau, ce qui fait que les Russes ne savent pas ce qu'ils font. Voilà. Mais les Russes, le problème, c'est que bon, ils sont pas nés de la dernière pluie. Ils voient quel était l'état de la Russie dans les années 1990 en 2000 et en 2000-2024. Ils voient le changement sociétal et économique et de puissance militaire. Donc ils voient tout ça, les Russes. Donc ils voient que c'est un véritable miracle ce qu'ils ont connu. C'est un véritable miracle au niveau sociétal, économique et militaire. Donc, en général, par la plupart des Russes, Vladimir Poutine, il est considéré comme le Messie. J'exagère à peine. Donc, voilà. Mais ça les étonne. Lavage de cerveau général. Alors, évidemment, il y a des incidents ici ou là. Il y a 146,5 millions de personnes en Russie. Vous vous doutez bien qu'il y a des pro-occidentaux nombreux, principalement à Moscou et Saint-Pétersbourg, parce que c'est là qu'ils sont, les pro-occidentaux en général. Voilà, c'est bien normal, étant donné la taille du pays et le nombre de personnes, c'est évident. Il y a des mécontents, il y a des anti-Poutine, bien évidemment. C'est normal. Voilà, quelle est la cote de popularité réelle de Macron en France? Et on la compare à la Russie, voilà. Au moins, là, en Russie, on peut dire que c'est réellement démocratique. Parce que si on en croit l'Institut de sondage occidental, en gros, la valeur des élections, là, qu'on va bientôt connaître lundi, ça va correspondre au sondage. Donc, on va dire que c'est démocratique, en réalité. Alors que je ne crois pas que Macron, en fait, il y ait plus de 7-8% de gens, en réalité, qui soient pro-Macron. Parce que quel serait leur argument pour être pro-Macron? Faudrait chercher, hein. Voilà, bon, je dis ça, je dis rien, ce n'est qu'une opinion. Bref, donc, et puis on a Victoria Nuland, donc l'état profond chancelle, peut-être, peut-être. Donc, en tous les cas, comme elle a fait un très mauvais travail pendant toutes ces années et qu'elle n'a pas su protéger Joe Biden des affaires, des sales affaires, des scandales avec donc lui-même et Hunter Biden, et que l'Ukraine ça va très mal, comme elle était l'instigatrice et le superviseur de tout ce qui se passe en Ukraine par l'État profond, et que normalement ils devaient gagner les Américains, et que là au final ils se sont tirés une balle dans le pied, ils ont lamentablement perdu, eh bien ils l'ont viré, ils l'ont éjecté. Alors évidemment aux États-Unis, on ne parle pas de licenciement sec, hein, on dit qu'elle s'est retirée. Elle s'est retirée, c'est comme ça qu'on dit dans les médias américains. Mais en tous les cas, là, l'État profond, s'est débarrassé pourtant d'un gros pilier, hein. Ouais. Alors Victoria Nuland, elle est le mal incarné, hein. Elle a participé à toutes les mauvaiseries depuis les années 90. Des États-Unis dans le monde entier, hein. Donc c'est vraiment le mal, hein, cette Victoria Nuland. Elle est à l'image d'Hillary Clinton et de bien d'autres personnages, hein, bien sûr. Bref, donc voilà ce qu'on pouvait dire en conclusion. Donc l'Ukraine au niveau du front, c'est une catastrophe, bien entendu. Il ne peut en être autrement. Il y a de moins en moins de recrues, et puis plus le temps passe, plus les gens qui combattent depuis maintenant 2 ans, plus de 2 ans sur le front, évidemment vont pas être remplacés. Donc épuisement, fatigue morale, etc., etc. Donc ça peut aller que de mal en pis pour l'Ukraine, bien évidemment, jusque cela atteigne un certain seuil. Quand les Russes verront ce seuil où l'Ukraine va tomber, quand le fruit sera mûr, là, les Russes, je le pense tout du moins, vont faire leur grande offensive pour enfin arrêter cette guerre qui n'a déjà duré que trop longtemps. Évidemment, il y aura prise de Kharkov, de l'oblast de Nikolaïev, de l'oblast d'Odessa, jonction Transnistrie, je vous le répète chaque semaine. C'est l'évidence, sauf quelque chose d'extraordinaire qui arrive, mais c'est comme ça que ça doit se finir
Normalement. Bon, allez, maintenant on va passer à la carte militaire. Alors voici la carte militaire. Donc comme d'habitude, on commence par le sud. Là, il y a eu quelque chose d'intéressant puisque les Ukrainiens ont repris le bombardement de la centrale nucléaire d'Energodar qui se trouve dans l'oblast de Zaporojye. Alors bon, je ne sais pas pourquoi ils font ça, parce qu'il y a les membres de l'AIEA qui sont à l'intérieur maintenant en permanence. Alors là, évidemment, maintenant, ça va être difficile de dire que ce sont les Russes qui bombardent, puisque là, maintenant, c'est admis que c'est bien les Ukrainiens qui bombardent la centrale d'Energodar. Vous avez noté que les médias n'en parlent absolument pas. C'est grave, mais ils n'en parlent pas du tout. Alors là, sur le front de la région d'Orirov, il n'y a rien, il y a toujours beaucoup de batailles, mais ça n'a pas vraiment bougé. Là, il y a eu beaucoup de batailles sur Tchervonier, ici. Bon, beaucoup entre guillemets, mais plus que d'habitude, les Russes ont légèrement avancé, mais vraiment pas beaucoup. Donc, je vous rappelle, quand il y a des points rouges comme ça veut dire que c'est une des batailles plus ou moins intenses et que ça bataille vraiment. Le rond, ben, comme d'habitude, ça veut dire que c'est une forteresse. Là, il y a toujours beaucoup de batailles ici, et particulièrement ici, sur Novomilkalivka. Donc là, ça bataille pas mal. Mais les Russes avancent pas vraiment. Encore une fois, je répète, ils veulent entourer complètement cette dernière forteresse qui se trouve sur le front. Donc ils veulent couper tout approvisionnement ici. Là, ça bataille pas mal à l'ouest de Donetsk, donc au-dessus, au nord-ouest de Malinka, mais il n'y a pas eu vraiment d'avancée. Là où il y a eu la plus grande avancée, c'est ici. Parce que la semaine dernière, la ligne était là. Donc là, sur Nevelskié, il y a eu beaucoup d'avancées. Plusieurs kilomètres. C'est pour ça que j'ai mis une punaise rouge ici. Quand il y a une punaise rouge, ça veut dire qu'il y a une avancée russe relativement importante. Là, ça veut dire qu'il y a des combats plus intenses qu'ailleurs. Là, il y a eu une avancée russe petite sur Ivanovskié. Donc une petite avancée, mais vraiment légère. Bon, j'ai quand même mis une punaise rouge parce que c'est en ville. Donc quand Ivanovskié va être prise, là, les journaux vont en parler, vous allez voir, parce que c'est assez important. Donc, parce que c'est un verrou qui permet ensuite pour les Russes d'aller sur Tchassiviar, qui est là par contre un verrou encore plus gros qu'Ivanovskié. Et quand ce verrou de Tchassiviar tombera, ce sera l'autoroute pour les Russes afin d'aller sur Kramatorsk et Slaviansk. Voilà, qui alors là c'est, comme je le dis depuis 1 an et demi, quand ces deux-là tomberont, on peut dire que ce sera le signe que ce sera la fin de l'Ukraine. Alors là, il y a le petit chaudron de Sivelsk, beaucoup de batailles. Beaucoup de batailles ici, mais bon, rien de bien, aucune avancée. La semaine dernière, c'est ici qu'il y avait une bonne avancée russe, mais sinon, rien d'intéressant à dire là-dessus. Alors sur Kupiansk, évidemment, toujours des batailles, mais aucune avancée russe, bien évidemment. Donc là, sur le nord, vous voyez 2 points bleus. Quand il y a des points bleus, bah, c'est quand c'est des attaques ukrainiennes. Donc c'est là qu'il y a eu les attaques du groupe néo-nazi russo-ukrainien, otanien. Donc c'est un mélange. Voilà, donc la propagande occidentale dit que ce sont que des Russes, que la faction russe. Voilà, et donc qui serait un mouvement d'opposition à Vladimir Poutine. Voilà, c'est ce que dit la propagande occidentale. En tous les cas, ici sur Technikno, ils n'ont pas pu avancer, ils n'ont pas pu franchir la frontière, ils se sont fait détruire. Et c'est là qu'il y avait les plus grandes forces
on va dire, ukraino-otanienne. Ils n'ont même pas pu franchir la frontière, contrairement à ce que les médias disent. Donc les médias disent qu'ils ont pris le village de Teknona, en bonne prononciation, Teknona. Ici, en fait, non, c'est ici qui sont les forces otano-kieviennes, on va dire, sont ici, donc sur Roznovka. Ils sont là. Donc là, il y a une propagande ukrainienne où ils ont fait une fausse vidéo qui a été démystifiée par le site pro-russe Slaviangrad en montrant avec les dates comment c'était sur place au moment où ils le prétendaient. Donc malheureusement, les images montrées par les forces otano-kieviennes, c'était des endroits plein de neige, et au final, bah, ça fait plusieurs semaines qu'il n'y a quasiment plus de neige dans cette zone-là, dans cette région-là. Donc et puis aussi des bandes-sons qui ont été ajoutées grossièrement, des bandes-sons de mitrailleuses qui ne correspondaient pas au calibre employé. Bref, donc ça a été démystifié par Slaviangrad, mais ce n'est pas étonnant puisque c'est une opération qui a été décidée par le SBU, donc par Boudanov, et ce n'est pas la première fois qu'il y a des fausses vidéos. Rien d'étonnant là-dessus. Donc contrairement à ce qui est dit dans les médias, ils n'ont même pas franchi les frontières. Donc les Russes disent qu'ils ont fait 254 morts, 7 tanks immobilisés ou détruits, 7 Bradley détruits et 2 véhicules de transport de troupes détruits. C'est ce que disent les Russes. Voilà. Donc il y a eu aussi une autre tentative où là par exemple, là ils ont franchi la frontière, effectivement. C'est ici, donc juste au-dessus de la ville de Kharkov, donc sur Peknotievka, donc sur Niektotievka, pardon. Donc ils ont réussi à franchir la frontière, mais ils ont été détruits. Par contre, il y avait beaucoup moins de force que l'autre position, beaucoup plus au nord. Il y avait beaucoup moins de force, mais ils se sont fait détruire. Alors comment les Russes ont pu détruire ces forces-là? Bah, c'est que là, c'est la première fois qu'ils ont attaqué là les forces otano-kieviennes. Ils se sont fait détruire parce que toute la frontière est surveillée, bien évidemment. Par contre, comme ça fait 2 fois qu'ils attaquent ici, parce que l'année dernière, ils ont attaqué aussi ici. Donc ici, ils étaient prêts. Donc il y avait déjà des tanks russes qui étaient positionnés, des drones de surveillance. Voilà. Et heureusement pour les Russes, puisque ça a permis de voir bien à l'avance l'arrivée des forces otano-kieviennes et donc de les détruire. Ici, il y avait beaucoup moins de forces russes en alerte, il y en avait beaucoup moins, mais les forces attaquantes étaient beaucoup plus petites, j'ai envie de vous dire, juste pour la com, hein. Alors que là-haut, c'était très sérieux, hein. C'était vraiment une force importante, mais pas beaucoup plus importante que l'année dernière, parce que l'année dernière, ils avaient attaqué avec 3 chars aussi, hein. Je vous le rappelle, et des Bradley aussi. Sauf que l'année dernière, ça a fait grand bruit parce que des Bradley ont été détruits en Russie, donc ici. Donc quand je dis ici, pas exactement là, mais en Russie tout du moins, donc je ne sais plus où très exactement. Et donc là, les Américains avaient hurlé. Bon, bref, voilà ce qu'on pouvait dire sur la carte militaire. Il n'y a pas eu grand-chose comme vous pouvez le constater. Voilà, c'est terminé. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, éventuellement un petit don, lien dans la description. Et comme toujours, bien sûr, soyez curieux.